Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de t'inviter, Ronnie Ramirez. Nous avions déjà eu un entretien précédemment et je vais rappeler pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas vu le premier enregistrement que tu es cinéaste, que tu enseignes le cinéma dans plusieurs institutions, en particulier à Bruxelles, à l'INSAS, mais que tu participes également à la formation d'étudiants dans des universités chiliennes. Et c'est à ce titre-là que je t'ai invité aujourd'hui pour parler d'un sujet dans lequel tu as une légitimité qui est sujet qui est celui de la situation au Venezuela aujourd'hui et plus particulièrement de l'utilisation du traitement de la situation dans les médias. Tu as beaucoup voyagé et tu fais régulièrement des allers-retours vers le Venezuela et j'aimerais bien donc profiter et faire profiter à nos auditrices, à nos auditeurs de ton expertise en la matière. Mais première question, est-ce que tu pourrais tout d'abord peut-être préciser, peut-être le cas échéant, un peu davantage ton expertise, mais nous expliquer surtout dans un deuxième temps quelle est la situation au Venezuela qui est très mal connue chez nous. On en a, pour ceux qui s'y intéressent, quelques flashs comme ça, mais qui sont, comment dirais-je, déconnectés plus que vraisemblablement de la réalité, qui n'ont pas vraiment du sens. Et ce serait peut-être utile dans un premier temps de nous expliquer quelle est la situation au Venezuela sur le plan politique, économique et social et idéologique depuis 1999, c'est-à-dire le moment où Hugo Chavez accède tout à fait démocratiquement donc au pouvoir, c'est-à-dire il y a maintenant 18 ans. Très bien, tout d'abord merci pour l'occasion de parler d'un sujet qui m'est à cœur parce que effectivement le Venezuela est quand même rentré dans mon cœur et précisément le 11 avril 2002, le jour du coup d'État au Venezuela, coup d'État de droite où le peuple a remis en fonction le président constitutionnel, Hugo Chavez. Avant cela, ce que je savais du Venezuela était peut-être quelques clichés, beaucoup de pétrole, les telenovelas, les Miss Univers, c'est à peu près les images qui peuplaient notre imaginaire, en tout cas à ce moment-là. Et que tout un chacun, dans le meilleur des cas, a. Parce que beaucoup n'ont même pas ces idées-là, ces images-là. Oui. Et donc cette éruption, on va dire accidentelle dans ma vie, a fait que je me suis intéressé depuis ce moment-là au Venezuela. Notamment parce que mes origines sont chiliennes, donc nous on sait très bien ce que c'est un coup d'État militaire. Et, un golpe, comme on dit. Hein. Voilà. Oui. Ce qu'on a vu le 11 avril 2002 à la télévision publique et tous les médias traditionnels à l'époque en Belgique, c'était qu'on rétablissait la démocratie. On nous annonçait que la démocratie était rétablie au Venezuela. Alors que des généraux ont viré le président démocratiquement élu, ont installé le président du patronat, le chef du patronat, que le gouvernement putschiste qui s'est installé a été aussitôt reconnu par l'Espagne d'Aznar, donc très à droite, et les États-Unis. Et donc, il ne faut pas être très expert en médias, en idéologie, en politique pour décortiquer qu'en fait, il y a un coup d'État fasciste. Une répression s'est installée aussitôt au Venezuela. Donc, à ce moment-là, mon attitude était de téléphoner mes collègues à la RTBF, à la télévision publique belge, et demander qu'est-ce qui se passe. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est assez triste en fait. C'est la détérioration de notre télévision de service public
au point où il n'y a plus personne qui sait ce qui se passe en Amérique du Sud, si ce n'est des fax ou des communiqués qui arrivent par des agences qu'on reproduit. C'est ça, oui. Qu'on reproduit, à qui on donne du crédit. Peut-être un petit peu la voix pour l'instant. Voilà. Ce serait gentil. On fait passer les éboueurs dans la rue. Mais voilà, mais élève un peu la voix. Oui. Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai compris, et tout le monde a compris, qu'il y avait lieu un coup d'État militaire, mais aussi un coup d'État médiatique. C'est-à-dire que les images qui nous arrivaient à ce moment-là étaient une version de la situation qui se passait, favorable au gouvernement putschiste. Quand il y a eu le peuple dans la rue qui a ramené Hugo Chavez, le dimanche 13 avril, c'est un moment qui a duré 2 jours, on nous a annoncé à nouveau à l'RTBF le rétablissement de la démocratie au Venezuela. Voilà dans l'absurdité dans laquelle on baigne. Or, en tant que professionnel, d'abord je suis très inquiet sur notre capacité en Belgique, alors que nous sommes dans un pays industrialisé, où nous avons alloué, je pense, la plus grosse dotation du budget vers l'RTBF, afin qu'elle puisse être une télévision de service public au service du public, afin de nous donner qu'elle nous garantisse une information adéquate, la plus objective et véridique possible, la plus professionnelle possible. Donc je suis très inquiet depuis ce moment-là. Donc entre-temps, le temps est passé et ça n'a pas nécessairement changé par rapport au Venezuela. S'en est suivi toutes sortes de situations, de représentations. Petite question que je te pose. Est-ce qu'au même moment, c'était la même chose qu'on entendait sur les chaînes françaises, par exemple ou... Je suppose, mais enfin la question est un peu absurde, hein, parce qu'évidemment tu vas me répondre oui et c'est peut-être pire. Mais c'est pour savoir si au fond pas un citoyen belge a la possibilité, s'il n'est pas polyglotte, d'écouter des chaînes de télévision autres que la RTBF pour essayer d'avoir d'autres angles d'attaque, si je puis dire, quant à des événements de cette nature, ou est-ce que toutes ces télévisions ont les mêmes sources d'informations qui sont diffusées de par le monde, quelques agences disposant peut-être de ce qu'on appelle des grands reporters, qui sont toujours les mêmes et qui au fond sont eux sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'on aime bien en tant que Belge se comparer aux Français. Je dirais que la différence, c'est que en Belgique, au moins, les médias se corrigent. Enfin, ont corrigé, en tout cas, Ah oui, d'accord. Ils ont corrigé l'information, par exemple, en Belgique. En France, pas du tout. C'est passé, on fait comme si de rien n'était. Oui. Et pire, je parle bien de France 2, hein, je ne parle pas des télévisions, je parle pas de TF1, je parle des télévisions publiques, hein, puisque tu prends une télévision publique belge, donc essayons d'avoir l'équivalent, voilà. Oui, à l'époque, TF1 était encore public, je pense. Je ne sais pas. Bref, l'autre différence, c'est qu'en France, il y a aussi Le Monde diplomatique, qui est un journal, quand même, qui, par rapport au Venezuela, a eu le courage quand même de prendre le parti, de s'intéresser à ce processus révolutionnaire qui a lieu, à une réalité de transformation sociale, et donc à des experts en Amérique du Sud, des gens comme Maurice Lemoine. Ce sont des personnes qui ont passé toute leur vie à étudier l'Amérique du Sud, connaissent le nom et prénom des gouvernants, connaissent les grands axes stratégiques historiques, mais connaissent aussi les petites anecdotes de couloirs des palais. Donc, sauf que là, le monde diplomatique n'est lu que par des intellectuels, ou enfin je veux dire, c'est pas tout le monde qui lit le monde diplomatique, tandis que la télévision publique, tout le monde, enfin beaucoup de gens attendent le 20h et c'est sans doute la seule information qui restera. Oui, hélas. Oui, c'est ça. Hélas, c'est devenu un rituel. Peut-être qu'il faut se poser des questions sur notre comportement quotidien. Est-ce que ce rituel, ce rendez-vous de l'information qu'on a à 20h ou à 19h, est-ce que c'est quelque chose qu'on décide de l'intégrer dans notre vie quotidienne ou pas? Ça, c'est quelque chose qui,
je dirais presque que ça n'engage que les spectateurs, puisque notre seul droit que nous avons à ce moment-là, c'est de fermer le robinet de l'information et en ouvrir d'autres. Oui. Oui, je suis d'accord qu'il faut du coup s'intéresser à comment les masses médias représentent un phénomène de transformation sociale au Venezuela. Et dès qu'on s'y intéresse, on verra qu'elle ne se différencie pas trop de comment on traiterait une grève en Belgique, par exemple. Ce serait bien sûr abordé uniquement par le biais du fait que ça dérange les usagers d'un métro, ou que ça coupe la route, ou que ce jour-là, ça cause que des désagréments, et on oublie les revendications de... Malgré le fait que là, il y a quand même des moyens de contrôle qui permettent, le cas échéant, de vérifier, et qu'il y a quand même, on peut l'espérer en tout cas, des contre-pouvoirs du type syndicat qui tout de suite demanderont le droit à la parole pour rectifier une information. Voilà, tandis que pour le Venezuela, là on est tout à fait coincé, on n'a aucun moyen de contrôle, je veux dire, sur le terrain, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que ce que nous on reçoit en Belgique comme image du Venezuela, Oui. quelque part c'est une grande muraille médiatique, duquel derrière c'est quand même compliqué de regarder ce qu'il y a derrière le décor. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui, puisque ce sont des sujets ce sont des schémas narratifs qui nous arrivent, des photographies, et que nous on consomme en tant qu'usagers simples de l'information. Alors maintenant, tu es déjà très largement dans le sujet que tu vas vraiment approfondir dans tout le courant de l'entretien, mais pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu pourrais nous expliquer alors qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce coup d'État? Voilà, parce que ça c'est intéressant aussi, il n'est pas venu par hasard, il y a dû avoir, je suppose, des réformes, des positions prises par le gouvernement de Chavez qui a conduit à ce pronunciamento, ou à ce golpe, à ce coup d'État, et qui ont fait que, bon, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qui s'est passé entre 1999 et 2002, et qui a amené cette réaction, qui n'est peut-être pas celle, peut-être pas tout à fait, enfin bon, ça c'est à toi de le dire, de ce qui s'est passé en 1970, comment dirais, ou 73 plutôt, avec Pinochet qui prend le pouvoir face à Allende, mais enfin, quelque part, c'est de la même nature, même si ça n'a pas eu la même violence. Oui, en tout cas, c'est certain que Hugo Chavez, ce n'est pas Salvador Allende. Tout à fait, oui. Par contre, ce qui est plus simple à comprendre, c'est que la réaction oligarchique fasciste, c'est la même. C'est ça. C'est quand même les mêmes intérêts, c'est le monopole d'un système économique qui voit ses intérêts en danger avec l'avènement d'un gouvernement progressiste. C'est ça. Alors, il y a eu une période, lorsque Hugo Chavez est arrivé au pouvoir, il a mis en place une constituante dans laquelle ont participé plusieurs secteurs de la population, y compris des éléments de droite. Il pensait encore pouvoir se le gagner, puisqu'à ce moment-là, Hugo Chavez était assez attiré par la troisième voie, celle de Tony Blair. Je pense même qu'il avait, je pense même qu'il l'avait téléphoné. Ce qui est assez que dans son processus idéologique, Hugo Chavez a mis en place une série de lois. Je crois qu'il s'agissait de 49 lois, si je ne me trompe pas. Toute une série de mesures qui, par exemple, c'était de relimiter la zone de pêche pour protéger la pêche artisanale, oui. Préserver le pétrole, etc., etc. Donc, il a fait un paquet de décrets, Oui. Qui ont fait comprendre à la bourgeoisie nationale que Hugo Chavez ne serait pas récupérable. C'est ça. À ce moment-là, c'était le déclencheur pour organiser le coup d'État qui s'en est suivi. C'est ça, c'est ça. Et alors maintenant, comment la situation a évolué depuis 2002 jusqu'en 2017, puisque nous sommes en 2017, donc 15 ans après, et qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre alors les clichés, ce que tu appelles des clichés, tu vas nous expliquer pourquoi, qui
porte, comment dirais-je, sur la situation au Venezuela aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre 2002 et 2017? En gros, je ne te demande surtout pas de rentrer dans les détails, mais ce qui va permettre de comprendre ton propos quant à, enfin, avoir une mise en contexte quant à ton propos qui va suivre et qui est vraiment ton sujet, c'est-à-dire le traitement par les médias. Ben, en fait, à partir de ce moment-là, paradoxalement, ça renforce le processus révolutionnaire jusqu'à la mort d'Hugo Chavez et la réélection, enfin pardon, et l'élection de Nicolas Maduro en 2013. On parle de février, en avril de... Il y a 4 ans donc. 2013, oui. Oui. Donc, depuis donc, le coup d'État jusqu'à ce moment-là, le processus révolutionnaire s'est vraiment engagé, renforcé, et tout cela s'est fait c'est rythmé par toute une série d'élections. Je crois qu'on en compte plus de 20 ou 25. En tout cas, ils ont battu le record du Guinness Book de quantité d'élections. Donc, comme quoi déjà, c'est le premier point qui ne tient pas la route par rapport à une dictature. C'est un pays qui est... Moi, j'ai voyagé... de la population, c'est pas... Ça mobilise la population, ça mobilise les secteurs, ça agite beaucoup. Il y a pour cela donc... enfin, la fondation Jimmy Carter, par exemple, qui n'est pas de gauche, a quand même prononcé que c'était un des meilleurs systèmes électoraux jusqu'à présent. D'accord, oui. Tout ça sous supervision internationale. Avec le procès, enfin, disons quand même que le camp chaviste a quand même perdu 2 élections. Enfin, une élection pendant Chavez et une deuxième avec l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps. Il y a un moment important, c'est 2004, oui. Quand Hugo Chavez, lors d'un forum social mondial à Sao Paulo, je pense, a déclaré que la seule voie pour contrer le capitalisme, c'était de réinventer le socialisme. Et à partir de ce moment-là, il radicalise de plus en plus le processus révolutionnaire, émerge toute une série d'initiatives qui sont institutionnalisées, il met en place des missions sociales, etc., etc. Donc tout ça, il y a des récupérations des terres, il y a... Donc en fait, je m'excuse de faire souvent des comparaisons avec qui ne sont pas toujours justifiées, mais c'est parce que ça renvoie à des connaissances, je dirais, élémentaires que tout un chacun a en sortant du lycée, dont j'ai fait référence donc, tout à l'heure à la situation au Chili en 1973. Est-ce que ce processus de radicalisation, c'est pas un petit peu celui, même si le contexte est tout à fait différent, je suis bien d'accord, hein, mais de ce qui s'est passé un petit peu à Cuba quand même, alors qu'à l'origine, Fidel Castro n'est pas communiste à l'origine, hein, et puis, face à l'attitude des États-Unis, face à la baie des cochons, etc., ben, finalement, il n'a pas le choix que de se tourner vers l'URSS, ce qui n'était pas du cas du tout à l'origine, et devient alors un marxiste, voilà, je veux dire, très clairement rouge, quoi, alors qu'il n'était pas à l'origine, tout en étant révolutionnaire. Donc est-ce qu'on n'a pas un phénomène de radicalisation de la même nature, même si la situation n'est pas la même? Je dirais presque, j'ai du mal à comparer avec Cuba, puisque oui. Le contexte est complètement différent. Tout à fait, mais... tout à fait, il n'y a pas de... le Venezuela, c'est plutôt ouvert, en fait. Oui, oui, tout à fait. Avec tout un système de politique d'intégration régionale. C'est ça. C'est eux qui sont à la base du CELAC, de l'ALBA, des pays de l'ALBA, de Petrocaribe, etc. Donc c'est tout un système d'échanges commerciaux, sociaux, etc., qui a fait que le Venezuela a diversifié quand même ses alliances. Oui. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu radicalisation dans le sens d'une fermeture du pays sur lui-même. Mais il y a quand même radicalisation sur le plan
idéologique, c'est toi qui n'as pas eu de radicalisation, c'est pas moi. Donc c'est pas pour moi non essayer plus, de rebondir. c'est Hugo Chavez qui revendique le mot de radicalisation. Ah voilà, mais donc je ne savais pas que je m'inscrivais dans son discours. Oui, Entendu. voilà. Donc c'était pour approfondir, et même jusqu'à sa mort, il demandait encore d'aller plus loin. C'est ça. D'institutionnaliser les communes, par exemple, la commune comme telle qu'elle, on l'a connue dans d'autres périodes, dans d'autres pays. Mais quand même, le contexte international pousse à cette radicalisation, parce que s'il n'y avait pas eu cette... justement, après 2002, quelque part, ben voilà, il y a eu ce coup d'État qui n'a pas installé définitivement un nouveau pouvoir, entendons-nous bien, mais du coup, j'imagine que puisque bon, ce coup d'État n'est pas venu n'importe où, puisque tu as dit tout de suite qu'il y a eu la reconnaissance tout de suite par l'Espagne et surtout par les États-Unis, donc on peut imaginer que bon, hein, il y a... C'est dans le coup. Oui, voilà, hein, je suppose. Donc voilà, et que donc la radicalisation, si elle n'est pas, ne conduit pas à renfermement sur soi-même, est quand même liée à cette pression internationale, non? Je ne pense, enfin, il ne faut pas le prendre d'un point de vue de renfermement sur lui-même. C'est pas. Non, j'ai pas dit, justement, j'ai pas dit de renfermement, j'ai dit de radicalisation. D'accord. Non, il n'y a pas renfermement, ça j'ai bien compris. Hein. Ce qu'il y a aussi, c'est que donc, tout ce processus démocratique, légal et pacifique, donc, il s'agit bien d'une révolution dans un cadre légal, pacifique et démocratique. Donc, avec des élections, des discussions à l'Assemblée, etc. etc. Tout ça, le Venezuela n'a jamais connu un moment de répit en termes d'attaques financières, économiques et médiatiques. Et surtout médiatiques. Donc, l'un pousse l'autre à radicaliser. Les coups de fouet parfois sont nécessaires pour remobiliser, comprendre qu'il faut défendre des acquis sociaux parce que rien n'est jamais acquis. C'est ça. Et il faut aussi dire que ce qui est très important, c'est que la participation des mouvements sociaux a été quand même très importante puisque elle a quand même fait partie de tout ce processus avec à la fois ses initiatives, à la fois ses solutions avec lesquelles Hugo Chavez maintenait un dialogue permanent. Est-ce qu'on pourrait utiliser, mais c'est un peu une provocation que je fais ici, mais peut-être que tu vas y adhérer, je ne peux pas préjuger de ta réponse, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une sorte de révolution tranquille, entre guillemets, puisqu'au fond, c'était le slogan de Mélenchon qui s'est quand même référé plus ces derniers temps, mais à un moment donné, au Venezuela, quelque part, estimé, voilà, on est dans une révolution, mais pas une révolution de type tranquille, où il va falloir effectivement tout changer, tout en ne bouleversant pas complètement, je dirais, voilà, c'était pas en n'utilisant pas les armes, en n'utilisant pas, voilà, une révolution démocratique, quoi, voilà. Oui, c'est quelque part le prolongement du rêve de Salvador Allende, qui a lieu. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que moi, personnellement, c'est un processus qui m'a intéressé. Parce que les Vénézuéliens sont allés beaucoup plus loin que ce qu'aurait pu aller Salvador Allende. Ce qui laisse un peu fantasmer ce qu'aurait pu faire Allende. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup dans les forces armées, dans son rôle constitutionnel, dans la Constitution, etc. Prenant les leçons de cela, Chavez, la première chose qu'il fait, c'est refonder toutes les institutions avec une constituante. Voilà, donc je pense que c'est une révolution parce qu'il y a un changement radical du paysage politique et social, et progressivement économique. Mais il faut comprendre que subsistent des zones de capitalisme bien implantées et pour lesquelles, pour s'en débarrasser, c'est pas dans des goulags, c'est pas avec on fusille personne au Venezuela. C'est bien une révolution tranquille, si vous voulez, en tout cas démocratique, légale et pacifique. Oui, j'ai bien compris que c'était pas Cuba, et que on ne peut pas comparer à la situation au Chili, mais c'est vrai que vu d'Europe, inévitablement, les points de comparaison spontanés qui viennent à l'esprit, ben, c'est des phénomènes de type révolutionnaire qui ont pu se passer depuis la Deuxième Guerre mondiale en Amérique latine. C'est spontané, hein, ma réaction est spontanée. Et j'anticipe
des réactions que j'imagine être celles des auditeurs et des auditrices. Un dernier point, avant qu'on aborde à fond le sujet maintenant, c'est quelle est la source d'inspiration de Chavez et des gens qui sont autour d'eux à l'origine, et puis de Maduro. Ben, tu me diras s'il y a un gauchissement dans le double sens du terme de Maduro par rapport à Chavez, ou s'il s'agit d'une continuité absolue. Comment dirais-je, Chavez, sa source d'inspiration, c'est quoi? C'est Bolivar, c'est Marx, c'est la théologie de la libération? C'est un peu tout cela, ou c'est tout à fait autre chose? Alors, l'idéologie sur laquelle Chavez a construit ce qu'on appelle le chavisme aujourd'hui, est quand même, à ses points d'appui essentiellement sur les libérateurs de l'Amérique du Sud. Oui. Il y a Simón Bolívar, mais il y a aussi Simón Rodríguez, il y a Francisco de Miranda, il y a tout ce panthéon qu'il est allé rechercher et rafraîchir en fait, et réactualiser. C'est à peu près ce qu'ont fait les zapatistes en ressuscitant Emiliano Zapata. Mais ça dans un but idéologique pour Bien faire sûr. passer sa volonté de transformation pour avoir un côté patriotique et nationaliste qui permette une adhésion plus grande du peuple. Voilà, est-ce que c'est une instrumentalisation que de faire référence aux liberadores, donc aux libérateurs face à la colonisation espagnole au début du XIXe siècle? Est-ce que c'est de l'instrumentalisation, ou est-ce que il y a vraiment des éléments qui ont été repris concrètement alors dans ces révolutions-là? Chavez a fait une sérieuse relecture de tout ça, et pas que lui tout seul. Actuellement, Maduro vient de nommer un nouveau ministre des Relations extérieures, Samuel Moncada, expert, historien, connaisseur de toute cette... En fait, pour comprendre cette attitude-là, il faut comprendre qu'on vient juste après de la chute du mur, où la gauche mondiale était quand même vachement focalisée sur le prisme bolchevique de la révolution soviétique. La gauche, encore aujourd'hui en Europe, est assez divisée entre les Mao, les trotskistes, enfin les différents trotskistes. Et donc, ce que Chavez a réussi à faire avec cela, c'est quand même réveiller une forme de pensée endogène à partir de ça. Mais il ne se limite pas à ça, évidemment. Et indigène dans le sens... Oui, voilà. Après, il part faire des incursions dans ce qu'il appelle le socialisme indigène, le socialisme agricole, en disant, basons-nous sur ce que les masses populaires sont capables de créer comme pensée. Au même titre que Morales ou Au même titre, oui, probablement. Enfin, Morales est encore plus riche, puisque eux, ils ont les Quechua, les Aymara. Donc, quelque part, ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud, c'est quand même que des mouvements comme l'Équateur ou la Bolivie construisent un pays à partir de leur propre... sans copier de modèle, en fait. Non, d'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et Chavez était un des pionniers là-dedans, à essayer de réveiller les gens en disant, voilà, une commune, enfin la commune telle qu'elle on doit la concevoir, c'est vous-même qui devez la concevoir. C'est ce principe-là qu'il est quand même allé chercher chez les Chinois, la commune des Chinois comme celle des Soviets. Dénoncer, enfin je veux dire, quand Kropotkin écrivait à Lénine en disant que tout ce processus des soviets allait être avorté, tout ça, Chavez en a tenu compte. C'est-à-dire que même en invoquant Jésus-Christ, ce qu'il faisait quand même assez régulièrement, il invoquait la conscience sociale de Jésus, c'est-à-dire aime son prochain. Sans qu'il y ait instrumentalisation, tu penses là, parce que quelque part ça doit parler aux populations aussi, je veux dire, cette théologie de la libération. Si Hugo Chavez a réussi à comment dire ça,
à bouger les entrailles de son peuple, oui. c'est que sa démarche était sincère. Oui, voilà, d'accord. Je voulais te l'entendre dire. Non, mais je ne doute pas un seul instant de sa volonté de révolutionner le système. Ça, c'est pas ça qui est en cause. Mais c'était uniquement les ingrédients qui sont utilisés d'un point de vue idéologique. Je me demandais, est-ce qu'ils collent vraiment à sa pensée à lui, ou si ce sont des ajouts pour essayer de faire adhérer les populations à un projet qui est peut-être plus marxisant, si je puis utiliser une expression Il y a que quand tout le même monde comprendra. quelque chose... Enfin, c'est important de s'intéresser... Je pense que tous les progressistes du monde devraient s'intéresser à ce processus-là, parce que c'est quand même un système de fonctionnement sur la base de tâtonnement, c'est-à-dire, bon, on essaye ceci, si ça ne marche pas, on essaye autre chose, et c'est ce qu'il a fait. Et je pense qu'avec tout ce qui a généré vers la fin de son processus sur la construction des États vers un État communal, c'est-à-dire un État où c'est vraiment le local qui détermine, c'est vers là qu'il poussait, c'est-à-dire alors il ne faut jamais oublier que quand même que depuis 1999, depuis l'instauration de la Constitution bolivarienne, il y a un axe très central et qu'on oublie très souvent de le mentionner, c'est l'instauration de la démocratie participative comme système d'organisation politique. C'est ça. Et donc, c'est ça qui a fait le succès du processus, c'est ça qui a fait que les gens se sont mobilisés en assemblée générale, en commune, etc., qui ont pris en main quelque part leur destin. Et tout cela est aujourd'hui en danger. Voilà, et bien maintenant nous allons aborder alors le problème des clichés plus précisément. Alors, le cliché, c'est qu'on voit le peuple dans la rue, on voit de la répression. La liberté d'expression est-elle vraiment en danger? Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les différents acteurs? Tu as déjà annoncé un petit peu la couleur tout à l'heure en parlant du coup d'État. Pourrais-tu préciser les choses et toi qui es cinéaste, montrer combien dans les reportages que nous avons, auxquels nous avons accès ici en Europe, ces reportages sont, comment dirais-je, le résultat de déformations, de condensation peut-être qui ne permettent pas de comprendre le sujet, mais je t'attends sur ce terrain-là maintenant. Oui, enfin, parfois j'aimerais rendre hommage à quelques personnes qui, dans les institutions traditionnelles, font quand même du bon boulot. C'est-à-dire, il y en a qui, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas les moyens, prennent de leur temps pour bien s'informer. Et ça existe. Donc j'ai pas envie de faire un cliché que les médias traditionnels, c'est tous des salauds. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Et je ne pense pas non plus que ce soit un système complotiste. Donc ça, j'y crois pas du tout non plus. Je pense que c'est un système qui organise les choses de telle manière que tu n'as pas trop le choix. Oui, entre autres parce que tu n'as pas toujours le temps et tu es obligé de te référer à des sources que tu peux supposer crédibles, parce qu'on peut quand même espérer que au moins les journalistes ont au moins cette éthique-là, et que bon, c'est la division du travail qui fait que bon, là on sait que les journalistes doivent travailler à une vitesse extrêmement rapide, ils sont dans l'instant, et que bon, malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de tout se rendre sur le terrain, ça coûterait beaucoup trop cher, ils n'ont pas assez de personnel, et que donc ils doivent se référer à ce qu'on appelle des correspondants, des images qui traînent, voilà, qui sont publiées par les grandes agences internationales, Reuters, enfin tous les autres, enfin. Voilà, donc quelque part, toutes ces images qu'on reçoit aujourd'hui, où l'on voit des manifestants, oui. Dans les panneaux qui brandissent, oui. Ils disent le peuple a faim, stop à la répression, stop à la dictature, SOS Venezuela. En gros, c'est ce qu'on voit du côté des manifestants. De l'autre côté, ce qu'on voit, c'est les appareils répressifs en action dans une fumée de gaz lacrymogène. Oui. Donc là-dedans, il faut voir clair. Ah ben justement. Éclaire-nous. Éclaire-nous. Ben oui. Ben,
Alors, ce qui ne faut surtout pas, comment dire, donc c'est une image qui va vite, c'est très rapide. Ce qui est plus lent à expliquer, c'est que on est quand même dans un système économique qui dépend fortement du prix international du pétrole, du marché international. Oui. Le prix a chuté depuis ces 2 dernières années, a drastiquement chuté, n'a fait que chuter. Au point où l'économie vénézuélienne, qui dépend donc de cela, s'est appauvrie à peu près dans tous les secteurs. Voilà, donc que le gouvernement soit de gauche ou de droite, c'est une situation à laquelle il faut faire face et qui a comme conséquence... Situation conjoncturelle internationale sur le plan économique. Voilà. Tout à fait. Parallèlement à ça, il faut penser que quand Hugo Chavez est mort le 5 mars 2013, des hommages du monde entier lui ont été rendus, y compris Ban Ki-moon, plus de 78 ou 72 chefs d'État ont voyagé au Venezuela pour lui rendre hommage, se recueillir sur sa tombe. 7 jours de deuil national, des 5 millions de personnes dans la rue pour assister à ses funérailles. Donc il faut imaginer que... Mais combien d'habitants au Venezuela? Parce que tu dis 5 millions, c'est pour avoir une petite idée, un ordre de grandeur, hein, je ne te demande pas des chiffres précis. Donc c'est un pays énorme avec plus ou moins 30 millions d'habitants. C'est ça, oui, donc c'est très significatif, 5 millions. Hein, oui. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Ouais. Ce qui correspond à... je dirais peut-être 5 fois la France, si je ne me trompe pas. Peut-être. Ah bon, voilà. Donc c'est énorme. Et enfin, peut-être que c'est 5 fois la France, c'est peut-être 3 fois, mais je ne sais pas exactement. Oui. Mais c'est énorme. C'est une géographie incroyable, avec à la fois du tropique comme des Andes et des plaines. Donc c'est... En France, sauf erreur de ma part, puisqu'en Belgique, je sais qu'il y a 33 000 km², qu'en France, la France est 18 fois la Belgique, donc si je fais bien le compte, ça doit être 600 000. Donc la France aurait 600 000 km². D'après mes souvenirs de l'école primaire. Très bien. Donc si c'est 1 million, c'est 1,5 fois la France, alors. Voilà, mais peut-être que je me trompe, ce sont des souvenirs très très lointains. Voilà. Ok. Alors, mais peu importe, c'est un immense pays. Donc l'idée comme quoi le peuple s'insurge contre une dictature est quand même à reviser. Dans le sens où actuellement les manifestations, la plupart des manifestations quotidiennes qui se font depuis les 3 derniers mois, donc c'est à partir du début d'avril que démarrent des manifestations organisées de l'opposition, appelées par la plupart des dirigeants de l'opposition. Il faut savoir que juste avant, donc pour revenir, à 2013, après la mort de Hugo Chavez, les élections ont mis 1 mois plus tard Maduro à la présidence. Sacré défi de devoir substituer son père politique et être à son hauteur. Je pense que, à ce moment-là, la droite qui est mise en échec électoralement, frustrée, comprend qu'il va falloir qu'elle tente par d'autres moyens d'arriver au pouvoir. Démarre à ce moment-là une sorte d'asphyxie économique et financière, mais aussi des attaques médiatiques très fortes, qui ont redoublé en intensité. Si déjà Hugo Chavez avait subi toutes ces attaques-là, Maduro les reçoit en triple. Donc l'offensive est quand même assez dure. Février 2014, première salve insurrectionnelle de l'opposition. Les leaders à ce moment-là, Leopoldo López, qui est bourgmestre, maire d'une municipalité, en fait le principal bastion de l'opposition. Insurrection, ça veut dire insurrection armée? À ce moment-là vient les premiers types d'insurrection. On brûle des bâtiments, il y a des assassinats, il y a une solde de plus de 80 morts, je pense. Il y a une deuxième salve qui vient par après, et puis on vit actuellement la 3e salve insurrectionnelle
dans les quartiers de l'opposition. Oui. C'est-à-dire, ça se passe dans 5 municipalités gouvernées par la droite. Et pas spécialement la capitale. Euh, La capitale est plutôt pour le pouvoir ou, il y a 5 municipalités. Et il y en a 3. Donc, tu veux dire à Caracas? Oui. Oui. Mais dans le pays, il y en a 335. Oui, oui, d'accord. Quand les médias nous disent que le Venezuela est au bord du chaos, Oui, oui. en fait, c'est quelques rues dans les quartiers résidentiels. Mais de la capitale. Non, pas spécialement. Principalement dans la... Oui. Alors, il y a eu, évidemment, il y a une évolution, il y a une escalade dans cette Oui. insurrection qui commence maintenant à se diversifier. Cette escalade et cette diversification se fait, je vais m'expliquer, Oui, parce oui. qu'on nous montre une opposition pacifique, réprimée. Ce qu'on ne nous montre pas, c'est cette insurrection armée. Il y a une raison très claire, c'est pour montrer le côté déséquilibré de la situation. C'est curieux même d'ailleurs que très peu de gens, défenseurs des droits de l'homme, progressistes, ou même de gauche, n'osent pas prendre parti dans le débat sur le Venezuela, Oui. contrairement au monde diplomatique, Oui, oui. parce que toutes ces images-là font un effet de trouble. Et donc je me demande même si ces images-là ne sont pas faites pour créer ce trouble, justement. Faites qu'on pour les informer, quoi. Pour faire un pas de côté, Oui. Et quelque part préparer l'opinion internationale à quelque chose qui ressemble au scénario de la Libye. Je vais y arriver. Ah, carrément. Ben oui, parce que les zones résidentielles en insurrection, donc, comment ça se passe? D'abord, tu as une manif qui commence le matin, et en journée, c'est le moment où les députés se font des photos, Oui. où les grands discours sont faits, où ils chauffent quand même. Oui, oui. Ensuite, vers la fin de la journée, apparaissent les escuderos de la libertad, donc les écuyers de la liberté, munis d'armes artisanales, des bazookas, des armes qui tirent à balles, certains à balles, d'autres avec des billes en métal. Un bazooka artisanal, c'est possible? Parce que bon, un bazooka, pour moi, c'est pas artisanal, c'est carrément de l'armement lourd, un bazooka, pour moi. C'est pas un revolver, c'est pas un fusil. Donc, ça veut dire que ça vient de quelque part, et que ça veut dire est-ce qu'il y a un marché des armes, ou bien carrément, il y a des gens qui leur tendent ces armes Une personne sur 3 au Venezuela a une arme à la maison. Le niveau d'insécurité qui ne date pas oui, donc c'est comme aux États-Unis, le port de l'arme est quelque chose de banalisé. Enfin, de là à bazooka, voilà, c'est autre chose. Bazooka, c'est autre chose. Tendre un câble dans une rue afin de décapiter les motards qui viennent, ce sont des techniques paramilitaires. Ces groupes bien organisés ont clairement été entraînés. D'accord. Voilà, donc il s'agit bien d'une insurrection armée, d'un groupe, en général, une 50... Enfin, oui, c'est eux qui provoquent, en général, la confrontation avec... Et d'après parce que j'imagine qu'il y a quand même des journalistes d'investigation, même s'ils sont très très peu nombreux, même des militants engagés, qui font quand même de la recherche pour savoir d'où ça vient. Je parle du genre de gauche, bien sûr. Est-ce qu'il y a quand même on a quand même pu identifier, je ne parle pas extrapoler ou imaginer que, je dis bien identifier, soit des sources de financement, soit d'où viennent ces armes? Est-ce que comment dirais-je, est-ce qu'elles viennent de l'intérieur ou est-ce qu'elles viennent de l'extérieur? Je veux dire, est-ce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, mais est-ce qu'on a quand même des informations, fussent-elles minimes, qui commencent quand même à surgir? Oui. Je vais y arriver, donc ces écuyers de la liberté, c'est eux qui provoquent la confrontation avec les forces de l'ordre. Oui. Alors les forces de l'ordre, au début, je pense que c'est dans les 5 premiers jours, il y a eu des abus, donc il y a eu des tirs à balles réelles, etc. Oui. Donc Maduro a émis l'ordre, donc d'abord il n'a jamais émis l'ordre de tirer sur la foule, donc en général c'est des policiers qui étaient en situation de danger, ou désespérés, ou de la panique. Oui.
il y a quand même plus de 500 fonctionnaires publics blessés, hein, et dans des situations graves. Ah ouais, Donc ouais. à l'heure actuelle, on a dépassé les 83 morts. Non, c'est du terrorisme intérieur. Oui, Oui, enfin, parce que le terrorisme, on l'utilise jamais que quand c'est djihadistes nous et que ça vient des djihadistes ou d'ailleurs, mais là c'est du terrorisme. Voilà, imaginez que ça se passe en Belgique. Mon mot, tu l'acceptes Mais, ou pas. Non, mais pour essayer que. Non, mais il faut évidemment être audible vis-à-vis de nos auditeurs et de nos auditrices. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un terrorisme pour déstabiliser davantage le gouvernement? C'est ça que je veux dire. oui, évidemment, puisque Oui. le but c'est quand Voilà. même de créer une terreur, de paralyser oui, c'est ça, nous sommes d'accord. Voilà. d'effrayer les gens qui restent chez eux, qu'ils n'aillent pas à leur travail, etc. Entendu. Alors imaginons un des écuyers de la liberté à la gare centrale. Tu mets une cagoule, une bazooka à la main, et tu vas vers un militaire. Qu'est-ce qui se passerait? On a eu le cas la semaine passée, il s'est fait abattre aussitôt. Ben oui. Oui. Alors au Venezuela, c'est multiplié par des centaines, où les seuls ordres qu'ils ont, c'est contention, faire disperser, Oui, oui. à coup de gaz lacrymogène. Mhm. Donc sont interdits le port d'armes, les balles en caoutchouc, et Dans la rue. oui. Mais puisque tu dis qu'un tiers de la population pour, dispose des armes. pour les appareils répressifs, donc pour les forces de l'ordre, le mot d'ordre c'est pas de balles, pas de port d'armes, pas de balles en caoutchouc et pas de géo. Ah oui, de leur point de vue, oui, j'avais compris que c'était du côté des opposants. Oui. Que de la dispersion, que de la contention. Dispersion, oui, excuse-moi. Donc c'est dans le but de pouvoir mettre en évidence la violence de ces manifestants de l'opposition, soi-disant pacifiques. Bon, il ne faut pas être très futé pour comprendre cela, pourtant les journalistes continuent à reproduire cette image-là. Il y a une troisième fonction, mais ça, elle opère la nuit. Ce sont les groupes armés. Une sorte de... Et là, on va parler des moyens, d'où ils obtiennent l'argent, tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas prouvé, mais on peut deviner qu'il y a un pacte entre un secteur de la droite. Alors, quand on parle de la droite, de l'opposition de la droite, c'est essentiellement deux partis radicaux, dont un fait partie de l'Internationale socialiste, Voluntad Popular, et l'autre Primero Justicia. C'est des sortes de partis qu'on pourrait assimiler à l'aube dorée en Grèce. Et comment ne sont-ils pas exclus de l'Internationale socialiste? C'est une question aussi. C'est une bonne question. Ce serait un bel acte de l'Internationale socialiste de virer Leopoldo López, par exemple. Oui, c'est ça. Mais donc, on peut imaginer qu'il y a un pacte de ce secteur-là avec un secteur qui contrôle le marché noir, c'est-à-dire des sortes de mafias, oui. et qui opèrent déjà donc la nuit dans les quartiers populaires. Ils ciblent des maisons de chavistes, attaquent des bases. La base aérienne de la Carlota a été attaquée simultanément. Ils font des actions simultanées. Ils sont très dangereux. Et là, toutes les balles sont permises à ce moment-là. Et ça, c'est loin des caméras. Mais au fond, ça me vient à l'esprit. Ces groupes qui s'appellent écuyers donc de la liberté. Étymologiquement, ça fait tellement penser aux escadrons de la mort, parce que quand on redit comment on dit écuyer en Escuderos. Et escadron, ça se dit comment en espagnol? Les escadrons de la mort. Escuadrones. Oui, mais ça ressemble tellement, je veux dire, poétiquement, je ne sais pas, c'est curieux qu'ils aient utilisé un mot qui soit de la même famille, quoi. Escadron, écuyer, même si les uns c'est la liberté et l'autre de la mort, mais pourquoi ont-ils utilisé un mot qui a une connotation qui fait vraiment penser à quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui est quand même très douloureux, quoi. Les boucliers qu'ils ont portent la croix rouge, enfin une croix rouge. C'est quoi, les croisés, en fait. Un peu qui évoque les croisades. Ah bon? Oui. Il y a, alors par rapport aux bailleurs de fonds
subventionnent l'opposition de droite, elles sont historiques. Il y a des tas de recherches là-dessus publiées. Il y a un livre qui s'appelle Le Code Chavez, un livre de Eva Gollinger qui publie même les factures, donc toute une série de documents déclassés de la CIA qui montrent comment le Congrès d'État américain a utilisé toute une série de ONG qui sont des paravents de la CIA pour financer artificiellement l'opposition. C'est-à-dire qu'être de l'opposition au Venezuela, c'est quand même un marché très juteux. Il y a donc toute cette série de ONG, la NED, National Endowment for Development, la USAID, la International Republican Institute, la Fondation Albert Einstein. Il y a aussi la Fondation Álvaro Uribe, donc de la Colombie, et il y a aussi l'Espagne, à travers une fondation du Parti populaire, qui font carrément de l'ingérence. C'est ça. Cette ingérence a été dénoncée à de multiples reprises dans tous les espaces internationaux. Cette dénonciation n'a jamais été relayée dans les médias internationaux. Elle est restée complètement inaudible. Voilà, une des choses qui ont été tentées il y a une élection que Hugo Chavez a perdue qui consistait à réformer la Constitution. Un des points de la réforme, c'était interdire justement l'arrivée financière de ce genre d'ONG qui vise à attaquer la souveraineté du pays. Et donc il a perdu ces élections-là, donc c'est quelque part légal que cet argent-là rentre. Aujourd'hui, ces subventions sont redoublées, même Donald Trump a annoncé qu'il allait quand même couper d'un tiers les subventions en général dans l'Amérique du Sud. Ce qui quelque part a fait presser aussi l'opposition à accélérer les résultats, parce que c'est une opposition aussi qui a bien ronronné, s'est bien engraissée avec tous ces dollars. Il y a aussi l'action de Otpor. Otpor est une ONG qui est serbe, mais qui a fait déjà ses preuves dans les pays du Balkan, dans tout ce qui est révolution des couleurs, et donc tout cet apprentissage-là l'a quand même amené au Venezuela. Elle a formé les jeunes leaders de l'opposition, les a financés, les a radicalisés et a aussi apporté une esthétique. Tu parlais oui, c'est ça. Ils ont créé quand même une esthétique qu'ils ont quand même vachement empruntée à la gauche. C'est-à-dire la cagoule, le drapeau, le point levé, tout ça est une esthétique quand même qui... Le logo de Haute-Port est un point. Donc tous ces icônes de l'esthétique de gauche évidemment fait que aujourd'hui un peu troublé. Oui. C'est aussi la preuve que la gauche n'a pas su créer sa propre esthétique du XXIe siècle. Enfin, ou a du mal, en tout cas. C'est pour cela que je pense que le fait de tenir les artistes quand même assez loin des processus de transformation sociale n'est pas innocent. C'est ça. Si tu me poses des questions, pourquoi est-ce que moi je parle pour le Venezuela, c'est parce que je pense qu'en tant qu'artiste, on peut... artiste intéressé par notre fonction dans la société, on doit pouvoir contribuer avec notre création à la construction d'un imaginaire collectif et une esthétique. Althusser, je pense, c'est lui qui disait il n'y a pas de révolution s'il n'y a pas de révolution esthétique. C'est pour ça que la révolution soviétique a été très importante. Elle est quand même venue avec un bouillonnement culturel autour d'elle assez fabuleuse. Dziga Vertov, Pudovkin, Eisenstein, Mayakovsky, a alimenté toute cette révolution-là. À Cuba, ça a été pareil, il y a quand même une esthétique bien visible. Oui, au Mexique, même les Morales, là, voilà. ça, donc... Et donc, ici, avec le Venezuela, il y a une émergence de... Il y a encore il y a cette difficulté de créer
un autre imaginaire qui ne soit pas capitaliste. Ça. Et c'est parce que aussi, il faut aussi croire penser qu'au Venezuela en ce moment, depuis 15 ans, le capitalisme est en train de perdre son pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant. On lui indique le chemin du musée. On ne veut plus du capitalisme. Ici, on veut construire une autre société. Donc, quelque part, c'est très intéressant. Je ne connais pas beaucoup d'autres pays dans le monde où c'est en train d'avoir lieu, où ce rapport de force a lieu. Et alors, quel rôle joue l'éducation là-dedans? Parce que, bon, moi, je suis professeur, d'histoire, de philosophie, donc je me pose la question, inévitablement, sur la place que peuvent avoir les enseignants, depuis l'école primaire, en secondaire, à l'université ou de l'enseignement supérieur, par rapport à un processus de ce type-là, si il faut éradiquer des préjugés qui remontent à des décennies et qui ont été inculqués par des professeurs qui fonctionnaient dans un autre type de régime. Comment vois-tu les choses? Est-ce que tu as eu des contacts avec des enseignants ou même tes collègues cinéastes au Venezuela donc ici, je ne t'interroge pas en tant qu'artiste, mais en tant que professeur. Quelle place l'éducation, l'enseignement a-t-il concrètement au Venezuela depuis une quinzaine d'années? Ou quel rôle joue-t-il? Ou joue-t-il un rôle d'ailleurs? C'est une question que je te pose, puisque j'ignore complètement la matière. En fait, 5 siècles de colonisation oui. Ont quand même bien marqué les esprits. On est dans une société fracturée, où le capitalisme s'est quand même bien installé. Donc tout ça pour dire que les 15 ans de chavisme sont tout petits à côté. Oui, mais enfin, 15 ans, ça peut être le temps de former une génération aussi, 15 ans. Hein. Oui. Tu rentres à l'école primaire à 6 ans, si 15 ans plus tard tu as 21 ans, tu peux avoir même presque terminé tes études d'enseignement supérieur. Donc c'est une génération en termes d'éducation. L'éducation est devenue gratuite. Oui. Le Venezuela, en une année, a éradiqué l'analphabétisation. Il y a eu des avancées à ce niveau-là. Si on écoute aujourd'hui des mouvements sociaux, ils critiquent quand même le pouvoir de Maduro en disant, mais enfin, en termes d'éducation, comment est-ce qu'on peut expliquer que la majorité des universités au Venezuela sont des usines de droite? Il y a quand même un domaine de l'intelligentsia auquel... Le financement, j'imagine. Est-ce que l'État a les moyens de financer les universités publiques? Bien sûr que oui. Il y a des universités publiques quand même, j'imagine. Oui, après c'est les contradictions du gouvernement. Oui, oui. Il faut pas... Donc ça c'est un autre cliché, on pense que le chavisme c'est un bloc, que le gouvernement de Maduro c'est un pouvoir central. C'est une coalition avec différents courants là-dedans. Quand Chavez est arrivé au pouvoir, je pense qu'ils étaient 24 organisations derrière lui. C'était quand même, ça allait quand même de la social-démocratie jusqu'au communisme, marxiste-léninisme. Donc les communistes sont montés dans le train plus tard, mais... Et il y a aussi dans ce gouvernement des mouvements indigénistes, je dirais, qui défendent en tant que... spécifiquement, je veux dire, même si Chavez défend... Même si ça fait partie de son programme, est-ce qu'il y a des mouvements politiques de type indigéniste, comme pour les Mapuche, je ne sais pas, des choses, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas comparable, parce que en termes de communauté indigène, elle est quand même très petite au Venezuela. Oui. Et puis même en tant que culture indigène, elle n'est pas comparable à celle du Chili, non. Où les Mapuches ont un esprit guerrier combatif assez fort, contrairement au Venezuela, où ce sont des indigènes plutôt paisibles. Et on n'a pas l'équivalent parce que Morales c'est un Indien au fond. Oui, ou même en Équateur où il y a là clairement un mouvement politique indigène qui revendique même une forme de plus d'autonomie, etc. Ce n'est pas du tout le cas au Venezuela. Il y a un ministère pour les indigènes, chose que... C'est ça. Comme il y a un ministère pour les peuples de l'Afrique. Il faut imaginer l'originalité de cette révolution-là aussi. Okay. Je voudrais revenir sur une image à laquelle tu as renvoyé tout à l'heure,
et tu as commencé notre entretien avec ça pratiquement, lorsque tu disais que les clichés que l'on a, et ce qu'on voit à la télévision, ce sont SOS Venezuela, et des gens en particulier qui tiennent des pancartes sur lesquelles il est indiqué on a faim, avec des forces de l'ordre, avec des fumigènes, etc. Ceux qui portent ces pancartes, ce sont des gens qui ont été manipulés. Est-ce qu'ils sont éventuellement payés pour faire cela? Ou est-ce qu'ils représentent quand même, alors là, sincèrement, une petite bourgeoisie de ces quartiers nantis à Caracas et qui croient vraiment à leurs revendications? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu là-dessus? Sur ceux qu'on voit à la télévision et qui sont en opposition justement face au pouvoir. Quand on disait qu'on a faim, donc on peut imaginer que c'est quand même pas la petite bourgeoisie qui dit on a faim, parce que ceux-là ont droit à manger. Donc ce sont quand même des gens plus pauvres. Est-ce que c'est parce qu'ils sont enfin tu dis que l'analphabétisme a disparu, mais est-ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils manquent d'esprit critique, ils sont manipulés, payés, tu vois? Donc j'essaie d'imaginer, ou est-ce que ce sont vraiment des pauvres qui sont, voilà, et qui spontanément, je n'en sais rien, voilà, agitent ces pancartes. Moi, je ne veux surtout pas dire qu'il n'y a pas Oui. des problèmes d'aliments, de distribution de médicaments, etc. Certes, c'est bien réel. Ce dont je parlais, c'était effectivement la représentation photographique de ce mouvement d'opposition. Toi, tu ne nies pas l'existence de réels problèmes matériels, concrets. Hein, personne, même le gouvernement. La question, c'est qui est-ce qui est audible ici? Oui. C'est qui qu'on entend. Donc, donc depuis 3 mois, les insurrections ou les manifestations, la plupart, dans les meilleurs moments, c'est quand même beaucoup de gens, hein, c'est 15 000 personnes. Oui, oui, donc c'est pas des... Dans les meilleurs moments. Donc, mais ça se passe essentiellement dans ces quartiers-là. Un des indicateurs, c'est peut-être qu'aucun syndicat n'adhère à ces manifestations. Non. Un autre indicateur, c'est que Caracas est quand même entouré de collines avec plus d'1 million d'habitants dans les quartiers populaires qui ne sont pas descendus rejoindre ces manifestations. C'est quoi l'équivalent des favelas contre Barrio? Tout à fait. Oui. Un autre équivalent, c'est l'appel dernièrement, donc ces jours-ci, à fracturer l'armée, donc à générer donc c'est quand même une opposition qui n'a pas d'armée. Ils ont peut-être des groupes paramilitaires qui se basent peut-être même sur les théories du Che Guevara des foyers, je ne sais pas, ça ressemble presque à ça. Sans succès d'adhésion militaire, ils n'ont pas l'armée derrière eux, donc c'est quand même une opposition désespérée qui n'a pas choisi la voie électorale comme pour changer le pays. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que il n'y a pas de dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Ce dialogue est rompu depuis la dernière tentative d'une table de dialogue qu'il y a eu, je pense que c'était en 2015, avec, où étaient comme intermédiaire le pape, 3 anciens présidents et je ne sais plus quel pays était là pour gérer une médiation. L'Assemblée nationale, qui est un pouvoir en soi au Venezuela, parmi 5 autres, est en rébellion. C'est une assemblée qui a du mal à se légitimer puisqu'ils ont reconnu 3 députés qui étaient eux accusés, enfin avec preuve à l'appui, ont été révélés comme frauduleuses. Parmi ces 3 députés, je pense qu'il y en a un qui n'est pas de l'opposition, donc il y a vraiment un problème à cette assemblée. Ils ont utilisé ça comme un moyen de rupture et en ont fait un lieu de rébellion, encore aujourd'hui. Et donc toutes les initiatives de dialogue ont été rompues, donc il n'y en a plus. Il y a un secteur de l'opposition qui veut bien, mais les principaux, donc Primera Justicia Voluntad Popular, sont clairement engagés aujourd'hui dans une voie de prise de pouvoir par l'armée, par les armes, ou par tous les moyens possibles, sauf l'électoral. Et le rapport de force actuel permettrait
permettrait-il, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, hein, donc permettrait-il de s'y opposer, ou ce rapport de force est tel que si c'est l'armée qui est derrière, ben, la population voilà, devra subir une vraie dictature d'extrême droite, quoi. Je ne sais pas, puisque bon, j'essaye tout doucement, tout doucement nous allons vers la fin de cet entretien, donc j'essaye de réfléchir un petit peu aux perspectives d'avenir, comment toi tu analyses, vu les éléments que tu possèdes, puisque tu voyages souvent au Venezuela, donc tu as des informations sur place, tu vois des choses, tu entends des gens, tu as un regard comme s'il y a certainement très acéré. Donc, y a-t-il un rapport de force qui pourrait empêcher cela, même s'il y a un coup d'État, y a-t-il moyen de résister à ce coup d'État? C'est ça ma question. En fait, dans toutes ces images qui nous arrivent, consiste à créer un avis favorable à une intervention humanitaire oui. Au Venezuela. Créer des Benghazi, comme en Libye, oui. Voilà, créer un canal humanitaire et puis justifier une intervention militaire des États-Unis ou des alliés de l'OTAN. Ça, c'est quelque chose, c'est une carte que l'opposition a jouée depuis tous ces derniers temps, même depuis 2014 d'ailleurs. Oui. SOS Venezuela, c'est venez nous secourir. Ça, c'est une chose qui, pour l'instant, n'a pas été faite. La semaine passée, l'Organisation des États américains, l'opposition n'a pas réussi à faire valider une intervention, enfin à justifier légalement ça. Julio Borges, il y a 2 semaines, est passé ici à Bruxelles, donc le président de l'Assemblée nationale et leader de l'opposition est venu demander au Parlement européen d'aider à un blocus économique du Venezuela. L'Europe n'a pas intérêt à créer le scénario d'une guerre civile parce qu'il y a quand même presque 2 millions de passeports européens qui vivent au Venezuela. Donc imagine une guerre civile, ces gens-là viendraient ici et l'Europe n'en veut pas. C'est ça. Il y a près de 5,5 millions de passeports colombiens qui vivent au Venezuela. En cas de guerre civile, ces millions de gens iraient en Colombie. Donc la carte de la guerre civile n'est pas tout à fait gagnée parce que ce rapport de force n'a pas encore été renversé. Mais ils font tout pour le faire, c'est-à-dire que ces derniers jours, les appels à l'insurrection militaire, donc à que des officiers de l'armée passent de l'autre côté, ont été faits publiquement, maintenant déjà par tous les leaders de droite. Leopoldo López l'a même tweeté depuis son téléphone de sa cellule de prison. Tu rappelles qui est, tu l'as déjà cité plusieurs fois. Oui, Leopoldo López était donc maire de Chacao, un des leaders de Primera Justicia. Ensuite, il a créé son propre parti, Voluntad Popular. Donc c'est un monsieur qui a fait des études à Harvard, dans les écoles les plus élitistes aux États-Unis, et donc a un carnet d'adresses très fourni aux États-Unis, et qui a voulu se profiler comme président de l'opposition, enfin comme candidat à la présidentielle, et chose qui n'a pas été... Et qui est en prison maintenant. Et qui était en prison maintenant, puisqu'il a été accusé de certains délits en 2014, où il est quand même l'auteur intellectuel de toute une série de délits. Il est accusé de la mort de 3 personnes, d'incendier un... Mais il n'est pas en prison pour menace à la sûreté de l'État, c'est ça ma question en fait. Il y a plusieurs... Oui, d'accord, mais non, c'était pour savoir si c'était un prisonnier politique ou s'il est enfermé pour des raisons de droit commun. C'était ça ma question. Il y a des délits pour lesquels il y en a d'autres. Hein. Il y a des fraudes financières, etc. Tout ça, c'est du droit commun. Mais je veux dire, est-ce que l'enfermement pour raison politique existe au Venezuela? Parce qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est une dictature. En Belgique, par exemple, on sait qu'officiellement, il n'y a pas des détenus
pour raisons politiques, mais enfin j'ai connu un certain nombre d'amis qui, à mes yeux, étaient des détenus politiques en Belgique. Voilà, mais, même si c'était officiellement pour des raisons de droit commun. Mais ça, c'est... En tout cas, Léopoldo Lopez est un politique prisonnier, plutôt. Voilà. Avec, prenons les choses... choses... chez les jésuites, toi, j'ai l'impression. Tu as fait tes études en je blague, mais parce que tu t'en tires bien. Non, non, non. Par exemple, l'Espagne, qui soutient l'opposition financièrement, publiquement, le gouvernement, hein, je veux dire, de l'Espagne, a reçu la demande de 60 000 demandes d'asile politique. Il n'en a accepté que 4. C'est-à-dire que même la droite, qui règne au Venezuela, en Espagne, considère qu'il n'y a pas de persécution politique. C'est ça. Sinon, il les accepterait. Prenons ces indicateurs-là. Après, je ne suis pas un défenseur. Ceci dit, il y a peut-être aussi d'autres raisons, parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va faire de ces 60 000 personnes, alors qu'il y a un taux de chômage déjà tellement important il y a Espagne, je ne sais pas. Hein, il y a une immigration d'une classe sociale. Oui, c'est ça. Classe moyenne en général, intellectuelle, qui voit son niveau vachement baisser, voilà, vient respirer à l'extérieur, ce qui est tout à fait légitime. Tout à fait. Mais bon, je veux dire, la majorité sociale du Venezuela n'a pas ces moyens-là et trouve d'autres solutions. Et ces solutions-là sont dans le travail communautaire, dans les communes, dans les assemblées, dans les formes de gouvernement d'autogestion qui se font loin des caméras. C'est ça. Les usines. Ce que tu n'as pas dit tout à l'heure, mais c'était sans doute tellement évident pour toi, ou en tout cas moi je suppute que c'est en tout cas le cas, je suppose que donc au Venezuela, il y a des chaînes privées qui appartiennent à des membres d'opposition. Oui, ou est-ce qu'il n'y a pas de chaîne privée? Non, mais parce que tu ne l'as pas évoqué, mais comme étant un spécialiste de l'image, je me suis dit qu'il y a peut-être des choses qui sont tellement évidente que tu n'y as peut-être pas pensé. Dans les panneaux... Est-ce le cas? Je veux dire, il y a des chaînes privées sur les panneaux des manifestants, il est écrit parfois ici, il n'y a pas de liberté d'expression. Oui. Alors il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait que Globovision, Venevision, enfin toutes ces télévisions privées, c'est privé, voilà, opèrent dans toute impunité, d'ailleurs font de la propagande systématique contre le gouvernement, appellent à l'insurrection continuellement. Donc ces chaînes ont un rôle essentiel. Imaginons ça en Belgique. Hein. Oui. En Belgique, imaginons RTL qui demande aux gens d'aller dans la rue pour protester contre la loi Peters, par exemple. Oui, c'est ça. Elle aurait certainement des sanctions. Mais en tout cas, ça pourrait avoir un grand rôle. Donc on peut imaginer que ces télévisions-là ont un impact réel sur la population. Pour te donner juste une image avec des chiffres officiels, ou des chiffres plutôt, le spectre radioélectrique, donc le spectre hertzien par lequel on diffuse toutes les radios, les médias, etc., 67% de ce spectre-là est aux mains des privés. Voilà, mais ça méritait d'être dit. Je suis heureux de... Non, mais ça méritait d'être dit, parce que... Ce qui a changé en 15 ans, c'est qu'on a ouvert... Enfin, il y a 15 ans, tout était privé. Oui, voilà, donc il y a eu effectivement... Donc, il y a une ouverture vers le public et le communautaire, c'est-à-dire que le spectre hertzien s'est ouvert. Oui, mais enfin, les deux tiers sont aux mains du privé, donc ce n'est pas une dictature... Oui, donc dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, c'est archi faux. Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour du sujet, à moins que tu aies des choses à ajouter en tant que cinéaste, quant au problème de l'image, s'il y a... Je ne voudrais pas que tu te sentes frustré. Après, ben là, il y aura un exemple que j'aurais bien voulu prendre. Je crois que sur le plan du contexte, la situation politique, tu as vraiment été à fond. C'est ton point de vue. Donc ici, nous ne sommes pas une télévision officielle. Donc tu es un témoin ou un grand témoin, comme on dit, puisque tu as été sur place. Et ça vaut, je crois, vraiment la peine d'entendre un témoignage comme le tien. Hein, voilà. Merci. Moi, juste la seule chose que j'ai envie de dire, c'est plus qu'un témoignage, parce que tu fais une analyse, hein, entendons-nous bien. Je ne voudrais pas te dévaloriser ton propos. Tu analyses les choses en tant qu'intellectuel, en tant qu'artiste engagé, et donc vraiment ça apporte une lumière, en tout cas par rapport à l'ombre dans laquelle beaucoup de nos concitoyens sont. Ça c'est clair, ça incontestablement. J'ai juste envie de dire qu'on croit parfois être armé
pour lire les images. Pourtant, elles jouent beaucoup de... Enfin, elles ont de l'influence réelle. Et on croit être démuni, enfin être muni contre pour décortiquer tout ça, mais c'est pas acquis. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il nous reste, nous en tant que citoyens, pour nous défendre face à des images pareilles, si ce n'est recouper des sources. C'est pour ça la critique historique, puisque je suis historien, je peux en parler. Faire de la critique historique, oui, c'est ça, être capable de multiplier les éclairages, essayer de voir effectivement, de faire de la critique d'interprétation, de la critique de crédibilité, de la critique de sincérité. Voilà. Et là, je crois que les enseignants ont un rôle fondamental, et je trouve que dans les cours d'histoire, puisque c'est ma spécialité dans l'enseignement secondaire, il est indispensable comment dirais-je, d'initier les élèves à la critique sur base de documents filmés. Ça me paraît tout à fait essentiel, et je crois que des professeurs d'histoire feraient bien d'inviter des cinéastes comme toi pour expliquer comment être capable de décrypter une image, de décrypter un reportage à la télévision ou sur Internet, pour bien montrer que en analysant une image, il y a des choses qu'on ne voit pas, et ce qu'on ne voit pas est souvent plus important que ce qu'on voit, que le cadrage est important, et qu'il y a des tas d'éléments, moi je ne suis pas compétent pour en parler, mais qu'il y a toute une série de choses qu'il faut être capable de voir. Et je me souviens, j'ai entendu un jour une conférence de ta part où tu expliquais que même le type de caméra utilisée, etc., est elle-même le produit d'un système qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un débat et que finalement on a décidé que voilà, ce serait tel format qu'on allait utiliser. Et je crois que ça mériterait en tant que tel d'ailleurs un autre entretien, mais je trouve que ça mérite d'être dit, vraiment, d'autant plus qu'on est assailli, on est submergé par des images du matin au soir, et que de plus en plus, la critique de texte, qui doit rester essentielle à mes yeux, doit laisser de plus en plus de place dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur à la critique des images, hein, apprendre à comprendre ce que c'est, la grammaire d'une image, que c'est vraiment, il y a une syntaxe, qu'il y a du vocabulaire, et tout ça on n'en est pas conscient, il faut être formé véritablement à ça. Oui, et puis encore deux choses juste, c'est les journalistes qui disent d'après les réseaux sociaux, oui. Faut se méfier parce que les réseaux sociaux c'est quand même un espace qui n'est pas régulé, ou s'il est organisé, c'est par les multinationales. Par Facebook, par YouTube. Voilà, donc l'État a un rôle à jouer, comme elle le joue par rapport aux médias, où on régule d'après des lois qui protègent l'éthique, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et troisièmement, l'histoire de l'humanité continue à s'écrire. Il faut savoir si nous on participe ou pas. Et participe, tout à fait. Je voudrais terminer maintenant cet entretien auquel tu as vraiment collaboré de manière très active, et non pas à distance comme le font souvent les universitaires, mais en mettant la main à la pâte, ce que tu continues à faire d'ailleurs, en rappelant peut-être que le mot Venezuela vient d'un mot qui signifie la petite Venise, hein, et que ceux qui sont arrivés, il y a 5 siècles maintenant, sur la côte de l'Amérique du Sud, quand ils sont arrivés dans un territoire qui appartient maintenant au Venezuela, sont arrivés dans une lagune où il y avait des petites îles, et ont appelé la totalité de ce pays Venezuela, c'est-à-dire la petite Venise. Mais en entendant ton propos, on n'a pas l'impression vraiment d'être dans un paradis. Et je voulais conclure là-dessus, hein, parce que voilà, je trouve que j'essaie toujours de glisser comme ça des éléments d'information qui participent de la culture générale, et il faut savoir d'où viennent les noms des pays, comme la Colombie, ça vient évidemment de Christophe Colomb, mais ça paraît tellement évident qu'on n'y pense plus. Voilà. Mais c'est un beau pays, le Venezuela. Ah, je n'ai jamais été, effectivement, j'aimerais bien... Et un peuple merveilleux, très intelligent et très cultivé, quoi qu'on en dise.
Bon, je ne sais pas si on en dit grand-chose, parce que les gens ignorent complètement qui sont les Vénézuéliens. Je crois qu'on n'en dit rien du tout. Voilà. On n'en dit rien du tout. C'est les grands absents des images, hein, effectivement. Un grand merci, Ronnie. Et voilà, ben, on attend comment dirais-je, la suite, comment dirais-je, tes publications filmées. Et je rappellerai pour nos éditeurs, puisque c'était le sujet de notre entretien précédent, que tu es le coordinateur d'une chaîne de télévision sur Internet qui s'appelle Zine TV. Tu peux rappeler en 2 mots alors de quoi il s'agit en 2 mots, je dis bien. C'est le projet d'un média associatif qui travaille avec le monde citoyen, une sorte de vitrine audiovisuelle des initiatives citoyennes. Voilà. Merci. À Merci à bientôt. toi.